entrée ou non? Oui, plus personne en salle d'attente. Voilà, nous sommes 76 personnes. Très bien, merci. Donc, monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le directeur de l'ANS, mon cher Frédéric, messieurs les vice-présidents de la conférence régionale du sport, monsieur Lafrique, le vice-président de la région, et monsieur Mathias Lamarck, le directeur de la DRAGES, et à vous toutes et tous, en vos grades et qualités, je vous remercie de votre présence nombreuse. On a été malgré tout contraints, et vous l'avez bien compris, de modifier notre organisation, puisqu'on avait prévu au départ de faire la réunion de plénière à Angoulême, chez nos amis d'Angoulême, mais malheureusement, les contraintes font qu'on a été obligé de la faire en visio, mais ce n'est que partie remise. Et on aura l'occasion de nous retrouver en présentiel et d'échanger, et surtout de partager un moment de convivialité à travers ce moment très sympathique qu'on aime bien dans le sport, qui est le petit repas de midi et qui nous permet d'échanger. Alors, avant de commencer, je peux bien comprendre et entendre l'impatience et les attentes de beaucoup d'entre vous, qui prouvent d'une part votre motivation et votre engagement pour cette nouvelle conférence régionale du sport et le travail qu'on va construire ensemble. Mais comme dans le sport, si on espère avoir des résultats, il faut en amont prévoir et espérer mettre en place une méthode d'entraînement pour les sportifs et pour nous, une méthode de travail en ce qui nous concerne. Notre région est très, très grande et elle regroupe 4 collèges, et donc beaucoup de monde, puisque notre conférence régionale, c'est 72 personnes, et les groupes de travail, 220 personnes. Donc, on a souhaité justement être au plus près des territoires pour mettre en place avec vous notre projet territorial. Donc, c'est justement aujourd'hui ce qu'on souhaite vous présenter et vous proposer, la démarche qu'on va essayer de mettre en place ensemble avec vous pour construire notre futur PST pour notre région et pour nos territoires. Donc, pour cela, on va d'une part commencer à voir notre organisation et notre fonctionnement, où chacun aura sa place dans cette organisation. Également, pouvoir mettre en place et voir les différents moyens qui sont mis à notre disposition, parce qu'on ne peut pas imaginer ça, voir où l'on va et sans connaître d'où l'on vient et connaître les moyens pour lesquels on va pouvoir mettre en place nos actions. Et enfin, donc, le diagnostic qui nous permettra de poser les bases de notre réflexion et de notre action. Donc, moi, je souhaite une bonne conférence régionale du sport. Je sais qu'on est tous mobilisés pour construire ensemble notre futur PST et à travers les groupes de travail qui vont se mettre en place et à travers les échanges fructueux qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne réunion et à vous tous et à tous. Et puis, et à bientôt. Mais on va continuer maintenant donc, avec les différentes interventions. Et je crois que c'est monsieur le secrétaire général à qui je passe la parole. Eh bien, moi, merci. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'Agence nationale du sport, Monsieur le délégué régional académique à la jeunesse, au sport, à l'engagement et au sport, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, écoutez, je vous prie d'abord d'excuser Fabienne Bussiot, la préfète de la région de Nouvelle-Aquitaine, qui ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. Je suis en tout cas heureux d'être... d'ouvrir cette séquence avec vous, séquence qui est importante, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Effectivement, la conférence régionale du sport est finalement encore jeune, puisqu'elle a été installée le 7 avril dernier. Mais comme vous l'avez dit, elle cristallise beaucoup d'attentes et nous ne pouvons être que satisfaits collectivement de cette dynamique que vous avez réussi à créer, Monsieur le Président, pour structurer son fonctionnement et en faire un outil qui soit attendu du monde sportif pour son organisation, mais donc pour derrière en faire vraiment une instance incontournable au niveau territorial pour le dialogue, la concertation autour de la mise en œuvre partagée de la politique sportive. Alors aujourd'hui, vous avez commencé à l'esquisser. Il y a d'abord, en termes organisationnels, mais c'est important, l'installation de la commission permanente, qui est donc un outil opérationnel avec une composition qui va veiller à la représentation de tous les collèges, des territoires, la parité, beaucoup d'attentes sur un
un petit organe et qui va bien sûr avoir pour objet l'application des dispositions prévues par les décrets et notamment la coordination des travaux des commissions thématiques et la planification stratégique afin de favoriser le développement du sport sur tout le territoire. Et puis, bien sûr, deuxième aspect, parce qu'on n'est pas là que pour s'organiser, mais on est là pour produire et pour échanger autour d'éléments importants, eh bien, évidemment, nous félicitons tous de la rédaction du diagnostic du sport qui est piloté par les services de l'État en lien avec le Conseil régional, le Comité régional olympique et sportif, le Comité paralympique sportif français, qui va viser à proposer un outil commun à la commission et aux travaux des commissions thématiques pour animer les groupes de travail et puis qui va servir aussi de base à la définition du projet sportif territorial, au suivi des politiques de soutien et développement à la pratique sportive et puis à une bonne coordination entre nous tous, acteurs publics et privés également. Donc, tout ça est important. C'est un moment en plus qui est, me semble-t-il, essentiel, dont nous savons tous conscience qu'il faut savoir profiter, c'est-à-dire la perspective des Jeux Olympiques de 2024 qui vont maintenant structurer l'ensemble de notre action, de nos réflexions. Et je pense que maintenant, en Nouvelle-Aquitaine, nous pouvons dire que nous sommes outillés, préparés pour participer au mieux à ce challenge collectif que nous avons tous d'ici 2024. Merci en tout cas, Monsieur le Président, de m'avoir laissé la parole. Et puis, je crois qu'après, c'est Monsieur le Directeur Général qui va me succéder. Oui, merci Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur le Directeur VNS, cher Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, mais par contre, on ne vous voit pas. On ne voit pas. Ah, alors attendez. Je vais essayer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Toujours pas. Toujours pas, non. Bon, écoutez, désolé, parce que chez moi, ça fonctionne très bien. Bon, je vais essayer de ne pas vous faire perdre plus de temps. Vous ne loupez rien en ne me voyant pas, ce n'est pas un problème. Monsieur le Président… C'est bon, on te voit. Ah, super. Ouais. Merci. Monsieur le Président de la conférence, merci pour cette invitation. Monsieur le Secrétaire Général aux Affaires régionales, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est la dynamique des conférences qui s'exprime encore ce matin avec la réunion de votre conférence en Nouvelle-Aquitaine. C'est une très bonne nouvelle que le rythme soit maintenu, soit soutenu, et bien sûr un rythme qui n'a pas pour seul objectif de se réunir, mais bien, comme ça a été évoqué, de dialoguer dans le but de produire, dans le but de construire une stratégie concertée, mais aussi et surtout de décider et d'avoir du coup les éléments de diagnostic, d'objectivation des attentes territoriales, des besoins territoriaux pour pouvoir effectivement collectivement décider à terme dans les conférences des financeurs d'allocation des moyens bien sûr territorialisés de l'Agence nationale du sport, opérateur de l'État, mais aussi de l'ensemble des volontarismes, notamment publics, mais pas que, pour développer la pratique sportive. Donc voilà, c'est toujours ce sens qui est très important. C'est la forme de ces conférences qui s'est installée, mise en œuvre progressivement ces derniers mois, qui maintenant doivent servir le fond de nos politiques sportives et de nos actions respectives. Vous dire que sur l'ensemble des territoires, cette dynamique est maintenant bien engagée, puisque 12 conférences régionales du sport ont été installées, notamment maintenant les conférences outre-mer qui vont pouvoir s'installer les unes après les autres, donc ce qui permettra d'avoir un maillage autour de ces conférences et sur l'ensemble du territoire national le plus complet possible. Donc c'est une très bonne chose. Ça demande du temps et c'est normal parce qu'il y a effectivement beaucoup d'acteurs à mobiliser. Mais j'ai tendance à dire que, et on le voit ce matin dans le tour de table que vous composez les unes, les uns, les autres, c'est aussi et surtout une formidable richesse parce que vous avez tous vos expériences associatives, d'entreprises, territoriales à différents niveaux
territoriales, différentes strates territoriales, et puis bien sûr autour des services de l'État également qui sont mobilisés à vos côtés. Et donc là, je pense qu'effectivement, c'est aussi cette force de l'échange et du partage d'expériences, et puis du croisement des points de vue, des angles d'action, des angles de besoins des uns et des autres qui créent cette richesse. Donc, c'est vraiment comme ça que l'état d'esprit des conférences a été impulsé sur l'ensemble des territoires, et je crois que c'est comme ça qu'il est en train de se mettre en œuvre. Alors, simplement vous dire, pour ne pas être trop long, que de manière au niveau de l'agence à pouvoir apporter de la plus-value et apporter un accompagnement et du conseil à vos travaux au niveau territorial. Bien sûr, vous connaissez, je pense, toutes et tous Anne-Lise Titon, qui est connectée également, qui est notre référente, conseillère en charge des territoires et qui suit l'ensemble des conférences régionales du sport, qui est à votre disposition pour continuer à avancer. Et on a créé autour du président, le préfet Cadeau, président de l'Agence nationale du sport, un cercle des présidents de conférences régionales du sport qui s'est réuni il y a quelques semaines et qui se réunira au début de l'année prochaine pour justement partager les initiatives, mais aussi les attentes et les besoins de l'ensemble des conférences pour continuer à leur donner le maximum de motricité au service de nos projets sportifs. Donc, ça aussi, c'est un outil complémentaire qu'on a souhaité développer et qui s'est réuni une première fois et qui permet aussi d'ajuster un certain nombre de choses, et notamment d'ajuster sur des besoins en matière de capacité, de fonctionnement ou de financement. C'est un retour qui a été fait par de nombreuses présidentes et de nombreux présidents de conférences régionales du sport, et ce sera donc une traduction sur notre budget 2022, puisqu'on a augmenté les crédits dédiés justement au fonctionnement de ces conférences régionales du sport de manière à les rendre encore plus efficaces et encore plus fonctionnelles. Peut-être un mot sur effectivement le budget de l'Agence nationale du sport pour 2022, puisqu'il concerne au premier chef les territoires, puisqu'on territorialise de plus en plus de crédits, alors tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de moyens, et donc même si on en garde en gestion une bonne partie au niveau national, eh bien, on en a également une bonne partie qui sont territorialisées. C'était le souhait du gouvernement aussi que de territorialiser davantage de crédits, donc c'est ce que l'on fait. Donc le budget de l'agence est en forte hausse, avec un budget qui donc a été voté le 2 décembre dernier pour 2022 à 451 millions d'euros, avec effectivement une augmentation de plus de 20%, qui va s'exprimer notamment au niveau territorial à travers la poursuite de nos objectifs en matière de développement de l'emploi dans le sport, et notamment la poursuite du plan de relance autour du plan Un jeune, une solution. C'est 60 millions d'euros tournés vers l'emploi sportif en 2022. C'était 7 000 emplois, enfin 6 800 précisément, emplois qui ont été déployés en 2021. Et j'en remercie aussi bien la DRAGES que les services départementaux qui œuvrent pour justement déployer les emplois aux côtés des associations sportives. Et c'est vraiment une grande force. Et ce sera également une action très forte tournée autour des équipements sportifs, puisque vous avez probablement suivi les annonces du président de la République le 14 octobre dernier, qui a lancé donc un grand programme pour aller chercher la construction de 5 000 équipements sportifs de proximité d'ici 2024. Donc, c'est un programme pluriannuel. Là aussi, c'est une demande de beaucoup d'entre vous que de pouvoir travailler de manière pluriannuelle avec une visibilité sur les budgets, sur la capacité d'action des uns et des autres. Et bien là, c'est effectivement la réponse qui a pu être apportée par le président d'engager ce programme sur 3 ans, 2022, 2023, 2024, avec une dotation de 200 millions d'euros pour déployer de plus en plus de petits équipements. Alors, c'est des petits équipements, mais ça peut quand même être des équipements un peu plus conséquents, puisque les cofinancements varieront de 10 000 euros pour les plus faibles jusqu'à 500 000 euros pour les plus importants. La note de cadrage qui lance administrativement et techniquement ce programme sera déployée dans les très prochains jours, et donc permettra d'avoir le cahier des charges de manière
manière très précise qui sera connu dans les très prochaines semaines ou même très prochains jours, puisqu'on y travaille de manière maintenant quasi finalisée. Donc, ce programme équipement qui vient bien sûr doper le budget 2022 et donc, bien entendu, qui sera territorialisé et qui nécessitera là aussi des discussions territoriales, la mise en place d'instances de gouvernance et de décision, de manière à ce que les dossiers, les projets déposés puissent avoir l'aval de la gouvernance territoriale pour être soutenus. Et puis enfin, dernier axe, bien sûr, les travaux autour du sport de haut niveau et de haute performance avec les installations progressives des maisons régionales de la performance. Et là aussi, je sais, monsieur le président de la conférence, que la personne en charge de ce dossier maintenant chez nous, Yann Cuchera, viendra à votre rencontre très prochainement pour vous en parler de manière beaucoup plus précise et détaillée et pour que ces travaux autour du sport de haut niveau soient pleinement intégrés, en lien bien sûr avec la Drages également, sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, pour finir, simplement vous remercier collectivement parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous êtes une conférence innovante. Vous avez engagé beaucoup d'actions peut-être singulières, mais qui démontrent votre niveau de volontarisme pour faire fonctionner cette conférence, avec bien sûr un coordonnateur des travaux, et ça c'est nécessaire et ce sera une grande force pour l'ensemble de vos travaux. Également faire savoir et mobiliser avec l'ensemble des outils de communication que vous avez pu mettre en œuvre d'ores et déjà et actionner progressivement. Voilà, c'est autant d'actions qui sont nécessaires si on veut créer de l'adhésion et montrer que ces instances sont avant tout faites et dédiées à apporter un service du sport et du développement du sport encore plus performant. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, j'ai déjà été assez long. Merci beaucoup pour votre écoute. Anne-Lise va rester avec vous pour l'ensemble de vos travaux. Moi, je vais rester un petit moment et puis je vais rejoindre d'autres visios, puisque c'est la joie de la période dans les prochaines minutes. Merci pour votre écoute et pour votre invitation. Président, je vous rends la parole. Merci, monsieur le directeur général. Et donc, je vais passer la parole maintenant à notre animateur, donc Aurélien, et que je voudrais également remercier, ainsi que toute l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour la mise en place de cette conférence. Donc, Aurélien, je vous passe la parole. Merci à tous. Merci, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur général et monsieur le président. Donc, effectivement, voici l'ordre du jour de notre assemblée plénière. Une rapide présentation du fonctionnement qui vise à harmoniser le niveau d'information et des avancées de notre conférence, les différentes campagnes de subvention à ANS, le bilan de l'année 2021 et les quelques perspectives pour 2022. Un focus un petit peu plus important sur le diagnostic territorial sportif qui est livré et qui vous sera donné à la suite de cette assemblée, et bien sûr un moment d'échange afin de parler de tous ces sujets. Alors, un rappel rapide du cadre de notre fonctionnement institutionnel. Voilà, comme le disait M. Sanor, dans toutes les régions, ce n'est pas le même cadre. Voilà, donc voici notre cadre avec présidence et 2 vice-présidences. Ça, c'est bien statué par le décret. Une commission permanente qui vise, comme le disait monsieur le secrétaire général, à une certaine agilité dans son fonctionnement. Vous êtes bien sûr au courant que la conférence régionale, c'est 72 membres titulaires plus les suppléants. Donc l'objectif, c'était d'avoir une commission équilibrée et agile afin de suivre les travaux et d'avancer sur le travail des commissions. Et du coup, voilà, les 3 commissions, développement des pratiques qui visent bien sûr à répondre aux thématiques de la loi, commission des territoires qui vise à entendre et à écouter les réalités locales sur les besoins, et commission stratégie communication qui vise à être transversale et à communiquer autour des projets sportifs et autour des actions de notre région en termes de sport. Du coup, rapidement, l'objectif du jour, voilà, c'était de présenter l'installation de la commission permanente. Donc, quelques rappels rapides, bien sûr, liés à la loi du 1er août, à Code du sport, du décret du 20 octobre.
du règlement intérieur qui avait été voté à l'unanimité le 7 avril, où la commission permanente sera composée de membres titulaires, sur proposition du président de la conférence à la déléguée territoriale de l'Agence nationale du sport. Donc voilà, entre le 7 avril et maintenant, il y a eu un travail de fait. Il y avait eu des demandes et des souhaits d'intérêt de cette commission permanente. Dans ce qui avait été souhaité en termes de parité, de représentation des collèges, le 7 avril, nous n'avons pas pu le faire, donc nous le faisons maintenant. Voilà. Et donc l'objectif, c'était de vous présenter cette commission permanente et cette installation. Et je vais laisser la parole à M. Saïd rapidement sur ce petit point. Oui, merci Aurélien. Donc, je vais rapidement également prendre la parole sur cette commission qui est l'organe intermédiaire qui va faciliter notre fonctionnement. C'est évident qu'avec une conférence de 72 membres, c'est plus délicat et plus compliqué de mettre en place, d'être opérationnel. Donc, cette commission permanente va pouvoir justement faire ce lien et dans la mesure où elle représente les 4 collèges, elle va représenter dans un premier temps la démarche qu'on va mettre en place au niveau de ces conférences. Donc là, on vous fait passer la liste des personnes qui sont représentantes. Est-ce que je ne sais pas si on voit toutes les personnes, je n'ai pas l'impression. Si les 11 membres, on les voit tous là? Non. Ils sont là, tous. D'accord. OK, très bien, parfait. On continue, voilà, très bien. Donc voilà, comme le disait M. Saïd, la commission vise à assurer la coordination entre la conférence et ses commissions. Donc c'est vraiment un organe représentatif et qui vise à se réunir plus de fois que les 2 assemblées plénières que la conférence le veut, mais en tout cas pour avancer sur les travaux. Donc la première réunion de cette commission permanente sera le jeudi 10 février 2022. Et voilà, sur les échanges et sur les missions de cette commission. Donc là, maintenant, un rapide focus sur ce qui s'est passé depuis le 7 avril. La mise en place des 3 commissions, avec un appel à candidature qui avait été fait auprès de tous les membres et suppléants. À ce jour, nous avons 22, 7 et 26 membres qui font partie de cette commission. Ce n'est pas figé, bien au contraire. C'est-à-dire que si des nouveaux souhaits arrivent ou si des envies arrivent pour intégrer ces 3 commissions qui sont vraiment réservées aux membres et suppléants, avec grand plaisir. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas figé et bien au contraire, l'objectif, c'est de rassembler le plus possible et en tout cas d'avancer sur les travaux à venir. Nous avons fait une première réunion le jeudi 23 septembre 2021 pour expliquer un petit peu la démarche, les missions de chaque commission. Du coup, après, je vais arriver sur les différents groupes de travail, mais l'objectif de ces commissions sont vraiment dans un premier temps, en tout cas pour 2022, vont être de définir et de regrouper toutes les préconisations des futurs groupes de travail, afin d'harmoniser un petit peu les préconisations dans chaque commission et afin de les proposer par la suite à la commission permanente. Donc, un travail important qui va être mis à la fin du premier semestre 2022 afin de vraiment valider en tout cas les quelques préconisations qu'il faudra instaurer dans le projet sportif territorial. Donc, bien sûr, comme le disait M. Saïd, la commission technique qui vise, en tout cas, à travailler tous les jours au service de la conférence, avec une composition institutionnelle, donc par la DRAGES, par le CROSS, le Conseil régional, le CPSF, et avec une évolution à venir, et ce sera le premier sujet de discussion en février avec la commission permanente, sur la possibilité d'amender de nouveaux techniciens au service de la conférence afin de travailler sur les sujets qu'on va devoir traiter au fil du temps. Pour l'instant, c'était plus ou moins figé par rapport aux présidences et vice-présidences, mais nous souhaitons faire évoluer cette commission technique afin qu'elle soit représentative du territoire et des collèges. Aussi, chose importante, entre le 7 avril et maintenant, nous avons pu mettre en place, en tout cas, asseoir le fonctionnement de cette conférence avec des salariés, donc une chargée de mission en CDI, Elena Mélin, à partir du 1er octobre 2021, 2 chargés de mission CDD qui vont commencer lundi prochain,
leurs missions qui sont en Master 2, gouvernance du sport. Voilà, du coup, on peut souligner le fait qu'on veut structurer et qu'on va se donner les moyens humains, en tout cas de faire avancer cette conférence, parce qu'effectivement, sans techniciens et sans moyens humains, le côté opérationnel de la conférence ne pourrait pas exister. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une base solide de fonctionnement humaine et opérationnelle afin qu'on puisse travailler sereinement et en tout cas dans la direction que va nous donner le futur projet sportif territorial. Aurélien, excuse-moi de te couper, tu es dans le chat et on ne voit pas la fin des slides. Ok. Pardon de te couper, mais le bas de slide, on ne le voit pas. Très bien. Ça s'arrête à Elena, là. Alors, attendez, on va, hop. Pardon. Ok. Est-ce que là, vous voyez mieux? Oui, remonte encore un peu. Voilà, c'est bon, là. C'est bon. Okay. Merci, Laurent. Donc, voilà, oui, finalement, voilà. Donc, point de la commission technique, voilà. Donc, voilà, qui vise à évoluer, en tout cas rapidement, et en tout cas donner un peu plus de poids au fonctionnement de la conférence. Oui. Je vais dire un petit mot là-dessus. Aurélien, effectivement, ça a été dit, mais je voudrais réinsister sur le fait que la commission technique a toute sa place avec les techniciens des territoires. Si on veut avoir une dimension territoriale, il faut qu'on puisse avoir dans cette commission technique aussi bien des permanents de collectivités locales ou également du secteur privé pour que justement les 4 collèges soient représentés et qu'on puisse travailler sur le lien entre les différents acteurs. Donc, voilà. Donc, on a tout intérêt à le faire et on va aller dans ce sens-là. Voilà. Merci. Donc, depuis le 7 avril, voilà, quelques éléments importants. Voilà, on l'a dit en préambule, voilà, le diagnostic territorial qui vous sera présenté dans le prochain temps, le lancement des commissions en septembre. Donc, les emplois, voilà, la création de 3 emplois, la création d'un site internet aussi avec le biais de 3 étudiants en web design, en licence web design de Limoges. La rencontre avec les différents collèges. À ce jour, nous avons pu effectuer 3 rencontres avec le collège 1, 3 et 4. Le collège 2 devait se faire la semaine dernière, mais n'a pas pu se faire en raison du contexte sanitaire. Donc, une date sera proposée là tout de suite pendant cette assemblée plénière et une nouvelle stratégie afin de pouvoir vraiment rencontrer les acteurs du collège 2. Voilà, différentes rencontres qui avaient pour but de mettre de l'humain et d'amener un peu plus de lecture sur la conférence Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, pour l'instant, des rencontres plutôt positives. Monsieur Sey, je vous laisserai prendre la main là-dessus après. Et la démarche, et surtout de construire une démarche pour la définition du PST. Pareil, j'y viens après, c'est-à-dire que de mettre en place une méthodologie commune sous ces commissions avec les différents groupes de travail. Et maintenant, avec les pilotes que je vous nommerai après, les pilotes des groupes de travail qui visent en tout cas, voilà. Donc ça prend du temps, mais en tout cas, les choses sont faites pour qu'on puisse avoir quelque chose de partagé le plus ouvert possible, et pas que entre les membres, mais aussi au grand public. Oui, effectivement, donc, le but de ces rencontres avec les collèges, c'était de mettre de l'humain, effectivement, et d'être à l'écoute. Parce que bon, quand on parle de conférence régionale du sport, pour beaucoup d'entre nous, on découvre une nouvelle organisation, donc c'est important qu'on soit à l'écoute des différentes personnes pour construire ensemble. Donc, rien ne vaut un contact direct. C'est pour ça qu'on avait privilégié des réunions conviviales. On en a fait donc quelques-unes. Malheureusement, on n'a pas pu faire celle du collège des collectivités parce qu'on souhaitait la faire en présentiel. Et on reportera justement pour permettre d'avoir cette réunion très importante avec les élus locaux et départementaux. Parfait. Donc la suite, voilà. Donc là, c'est la démarche, c'est-à-dire que
rapidement, donc depuis octobre, la démarche est partie des commissions au 23 septembre. Le diagnostic qui est livré, qui sera l'outil au service des groupes de travail et des membres afin de travailler sur la définition du PST. Voilà. Donc, nous avons eu environ 220 candidatures traitées et ventilées. Je tiens à souligner, ça a été un grand appel à candidature auprès du grand public, des membres, par le biais des techniciens, voilà, le plus large possible, par le biais des services, pour intégrer les 12 groupes de travail prédéfinis. Donc, toutes les candidatures ont été retenues sur au moins un groupe de travail, et je tiens à le souligner. Chose qui n'a pas été simple, voilà, parce qu'il y avait bien sûr des candidatures qui souhaitaient peut-être être sur 2 ou 3 groupes de travail. Donc, on a dû faire aussi des choix afin justement que ces groupes de travail soient représentatifs des collèges, voilà, et de ceux qui vont la définir. Donc, ça, c'était important. Donc, ces groupes de travail visent en tout cas à être éphémères afin de travailler sur plusieurs mois et afin justement de délivrer le projet sportif territorial, on espère, en 2022, soit à la fin du premier semestre, soit au début du deuxième semestre, et de le faire valider, bien sûr, en assemblée plénière. Donc, voici un peu la démarche. Voilà. Donc, voici le pilotage des groupes de travail. Pareil, ces pilotages ont été actés par appel à candidature, avec des choix aussi à faire, afin aussi qu'il y ait une représentation, encore une fois, des membres et en tout cas des pilotes. Donc, on peut voir que voilà, on a des membres, en tout cas, on a des pilotes, qui sont des usagers, des présidents qui viennent du privé, du public, des collectivités. Voilà. Et chose importante qu'on souhaite souligner, c'est qu'on n'est pas entre nous, c'est qu'on a souhaité ouvrir, voilà, ces groupes de travail au plus grand nombre, et en tout cas aussi par le biais des pilotages. Voilà. Donc, et bien sûr, comme je l'avais déjà dit, on va se faire aider d'un bureau d'études sur les 3 groupes de travail, sur les 4 groupes de travail sur la commission des territoires, afin d'avoir vraiment un spécialiste et en tout cas un animateur dédié en tout cas à l'animation, afin de recueillir les réalités et les souhaits locaux de notre territoire. Donc voilà un petit peu. Donc, on a déjà fait 2 réunions de travail avec les pilotes, afin d'affiner la méthodologie et afin d'affiner aussi, en tout cas, la commande. Donc, voilà, la suite arrive très prochainement. Donc, voilà, le lancement du coup des groupes de travail en janvier-février. Donc là, on va vous donner quelques dates qui sont en cours de finalisation. A priori, toutes les dates seront figées avant la fin de l'année et communiquées à tous. Donc voilà, ces groupes de travail œuvreront par le biais de leur commission et bien sûr, ils proposeront toutes ces préconisations à la commission permanente. Là, c'est 60 préconisations, mais c'était uniquement de fixer un cap qui pourra être peut-être moindre, peut-être plus, voilà, et avec le souhait en tout cas de faire valider le projet sportif territorial en 2022. Voici le travail que nous avons à faire en tout cas sur cette année 2022. Alors là-dessus également, quelques mots, parce que c'est la spécificité de notre région et de notre conférence, c'est qu'on a souhaité mettre en place des groupes de travail ouverts. Beaucoup de conférences régionales travaillent sur les groupes avec les commissions. Nous, on a rajouté des groupes de travail pour ouvrir encore plus la réflexion et être encore plus près des territoires. Donc, c'est une volonté qu'on a souhaitée, qui est plus lourde, qui est plus longue, mais qui sera plus porteuse et plus dynamique pour tous. Effectivement, c'est plus lourd, mais peut-être plus ambitieux. Et comme le disait M. Sanor, peut-être plus innovant. Mais voilà, l'objectif, c'est d'arriver à fédérer, en tout cas, le plus possible, afin de démontrer, en tout cas, que l'outil conférence soit vraiment présent dans la tête de tous. Donc voilà, quelques dates déjà qui ont déjà été figées. Donc d'autres sont en régulation même depuis hier. On a eu déjà 2 autres dates possibles. Donc voilà les quelques dates qui sont déjà prévues. Donc elles vous seront communiquées rapidement une fois qu'elles seront toutes finalisées, qui sont réservées pour l'instant
aux membres des groupes de travail qui se sont portés candidats afin de travailler sur ces thématiques. Donc voilà, ces 12 groupes de travail vont œuvrer entre janvier et février afin de lancer en tout cas les premiers webinaires d'information, afin que pareil, le niveau d'information des conférences soit le même pour tous les membres, mais aussi de partager et de redéfinir et de bien définir les grands enjeux de chaque groupe de travail et les grandes priorités de chaque groupe de travail. Donc voilà un petit peu où on en est, et aussi bien sûr de partager la méthode, afin que les groupes de travail aient vraiment une méthode commune, afin qu'on puisse arriver à un résultat commun quand même pour le projet sportif territorial. J'en ai terminé en tout cas avec la partie démarche et construction de notre PST. Du coup, là, on va partir. Monsieur Saïd, si vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on part sur la… On va partir sur le bilan de l'ANS qui pose les moyens. Hein. Donc, c'est important aussi de savoir où on va, mais c'est quels moyens on a pour le mettre en place. Donc, je vais laisser la main à Christophe Combette, chef du pôle sport à la Dragesse Nouvelle-Aquitaine. Merci. Tout le monde m'entend, c'est bon, pas de souci? Oui. Parfait. Impeccable. Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, l'objectif des quelques diapositives pédagogiques qui vont suivre, on a essayé de faire dans le visuel pour que ce soit beaucoup plus digeste, et de vous présenter les fonds, en tout cas engagés par l'ANS, l'Agence nationale du sport, pour la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, sur trois axes majeurs, qui sont bien sûr les équipements sportifs. Donc là, on passera les diapos à la fin avec Aurélien qui reprendra la main. Et puis, les projets sportifs fédéraux et aussi les projets sportifs territoriaux. Donc, vous voyez, ça représente à peu près 23 millions d'euros mis en œuvre sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et on va rentrer un petit peu dans le détail pour commencer des projets sportifs fédéraux. Alors, les projets sportifs fédéraux, on peut passer à la diapo suivante, voilà, merci, sont en fait des fonds qui sont fléchés directement sur les fédérations, sur le mouvement sportif. Donc, c'est des fonds de l'ANS qui ne passent pas par la Dragesse, mais qui sont orientés sur les fédérations qui, elles, montent-ils leurs fonds spécifiques au niveau de leur territoire, que ce soit les ligues, les départements et les clubs. Donc, vous avez sur cette diapositive-là la répartition de ces fonds. Alors, ces fonds, on a réussi à les récupérer, enfin, le montant au niveau des collègues de l'ANS. Ils sont pour l'instant, on va dire, provisoires parce qu'ils attendent d'être consolidés, mais à quelques euros près, c'est la masse 2021 qui a été ventilée sur la Nouvelle-Aquitaine pour les fédérations. Donc, au niveau de ces fonds, de ces projets sportifs fédéraux, il y a deux axes. Bien sûr, un axe financier spécifique pour le mouvement sportif, CROSS et GDOS, et un mouvement fédéral. Donc, c'est plutôt la masse principale de ces fonds, avec 6,6 millions, sur le mouvement fédéral. Donc, que ça soit la partie des ligues ou comités régionaux et la partie qui représente 5 millions sur les comités départementaux et les clubs. Donc, de façon plus visuelle sur la diapositive d'après, donc vous verrez la répartition par département, ça peut intéresser donc les collègues. Et la pastille rouge que vous voyez sur la gauche, où il y a 1 695 000, c'est ce qui est allé directement sur les structures régionales. Donc, c'est-à-dire les comités régionaux, que ce soit mouvement sportif ou mouvement fédéral. Voilà la répartition par département des projets sportifs fédéraux, toutes disciplines confondues. Donc, bien sûr, le document, comme vous l'a dit Aurélien, vous sera remis. Donc, vous aurez tout le détail et tout ce schéma-là par mail bientôt. On va passer du coup aux projets sportifs territoriaux, donc qui sont là des fonds qui sont alloués directement à la Dragesse avec une validation par la préfète de région. Donc, on recueille effectivement l'avis de la CRDS, en tout cas de la concertation régionale qu'on peut avoir tant que la CRDS n'était pas complètement installée. Et cet avis est suivi ou pas par la préfète de région, déléguée territoriale de l'ANS, et qui valide les fonds. Donc, il y a deux axes majeurs qu'on a repérés, pour faire un peu plus simple, qui sont l'emploi, avec une masse importante de 6,2 millions, et les autres dispositifs. Alors, dans l'emploi, on a plusieurs sous-dispositifs qui
qui sont les ESQ, c'est en lien avec les emplois orientés sur le handicap. L'emploi, entre guillemets, ANS que vous connaissez, avec des aides de 3 fois 12 000. Le dispositif hashtag Un jeune, une solution, qui est un dispositif nouveau cette année, qui est dans le plan relance et qui va continuer l'année prochaine. Et un dispositif un peu moindre par rapport à l'apprentissage. Alors, ce dispositif de l'apprentissage, il vient en plus de ce que peut déjà proposer l'État. Donc, nous, on l'a orienté fortement sur les apprentis qui étaient le moins aidés par l'État au niveau du sport, donc c'est-à-dire pour les un peu plus âgés. Pour les autres dispositifs, autres que l'emploi, donc on a près d'1,5 million, il y a trois orientations spécifiques qui sont en lien avec l'aisance aquatique et le J'apprends à nager, où on avait une augmentation forte cette année à hauteur de 360 000, qui a doublé. Pour les structures hors PSF, c'est-à-dire c'est toutes les structures qui ne rentrent pas dans le cadre fédéral. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait des PSF, mais il y a des structures qui n'ont pas de fonds PSF. Et du coup, on les retrouve là. C'est souvent des regroupements d'employeurs ou des structures qui n'ont pas de fédération, d'affiliation. Et le dernier, c'est le Fonds territorial de solidarité qui avait été mis en place par le gouvernement et par l'État pour l'aide aux structures associatives sportives dans le cadre de la pandémie, donc avec un montant de 838 700 €. Donc, de façon plus pédagogique aussi, sur la diapositive d'après, vous avez une répartition de l'ensemble des fonds des projets sportifs territoriaux avec en rouge. Donc, vous voyez sur chaque département la répartition avec en rouge la partie qui concerne les autres fonds et en bleu surtout ce qui concerne l'emploi. Donc, on peut remarquer qu'effectivement, l'emploi a une place très importante, le développement de l'emploi a une place très importante sur la région. On va dire les deux départements où on a amené des fonds supplémentaires par les autres dispositifs sont la Creuse et la Corrèze. Donc voilà, il y a une représentation forte de l'emploi sur la région. Et pareil, le petit icône rouge que vous voyez avec la carte sur fond blanc de la Nouvelle-Aquitaine, ce sont les structures régionales. Donc, c'est des structures comme par exemple, bien sûr, le CROSS ou les ligues et comités régionaux qui ont des aides au PST de façon directe avec la DRAGES. Et donc, on ne pouvait pas les repérer sur chaque département. Donc, on vous a bien fait tous les départements et la globalisation régionale pour ces structures à orientation régionale. Voilà un petit peu pour les fonds attribués par l'Agence nationale du sport pour les projets sportifs fédéraux et les projets sportifs territoriaux. Et le dernier volet concerne l'équipement sportif. Et là, donc, je repasse la main à Aurélien qui est en charge de ce dossier-là. Merci Aurélien. Merci Christophe. Effectivement, j'enchaîne sur l'équipement sportif. Donc voilà le troisième biais des subventions de l'agence. Donc en 2021, il y a eu un peu plus de 8 millions de fonds sur les équipements sportifs avec deux fléchages importants, les crédits nationaux qui sont gérés directement, c'est-à-dire que les dossiers passent par les services mais sont après traités et instruits au niveau national avec une décision nationale. Voilà, chose qui se passait avant avec le CNDS et chose après qui évolue depuis 2020. Donc en 2020, nous avions, en termes de crédits régionalisés, j'ai envie de dire seulement 500 000 € et en 2021, nous avons eu 3,8 millions d'euros à gérer au niveau régional. Avec les services. Donc voilà les quatre grandes enveloppes des crédits nationaux. Donc, plan d'espace aquatique qui relève surtout de tout ce qui est piscine. Plan de relance, c'était par rapport à la rénovation énergétique pour des demandes de plus de 500 000 €. Donc, 2 dossiers retenus. Plan d'espace aquatique, 3 dossiers retenus. CPJ, la première vague avec 4 équipements retenu sur cette première vague. La deuxième vague est en cours et tout ce qui est parasport, accessibilité handicap, voilà. Et enfin les crédits régionalisés, donc plan de relance encore, mais comme je vous disais, par contre sur des demandes entre 100 000 et 500 000. Voilà, donc là nous avons eu pas loin de 9 dossiers retenus. CIV et QPV, donc à destination des quartiers prioritaires de la ville,
une enveloppe spécifique, et enfin les équipements de niveau local classique qui comprenaient dedans équipements de proximité en accès libre, matériel lourd destiné à la pratique et accessibilité scolaire. Donc voilà un petit peu la répartition de 2021. Et comme le disait M. Sanor en introduction, les perspectives 2022 sont belles, entre guillemets, puisque nous allons gonfler, puisque l'agence, sur des crédits régionalisés, a un total de 81 millions à ventiler au niveau national sur les régions, ce qui devrait nous doubler, en tout cas au moins doubler cette somme affichée pour l'année 2022, donc c'est-à-dire avec des fonds et une ventilation qui se fera au niveau régional sur bien sûr le plan des 5000 terrains. Voilà, donc on y reviendra plus tard une fois que la note de service sera sortie, et vous serez bien sûr les premiers informés de cette ventilation. Et voici la répartition des équipements sportifs sur les 12 départements, voilà, qui donnent les premières grilles de lecture, en tout cas sur les subventions portées par l'Agence nationale du sport. Voilà un petit peu. Donc tout ça, comme le disait Christophe, sera donné la présentation avec tout ce qui va avec à la suite de cette assemblée plénière. Voilà un petit peu sur les équipements sportifs. Et voilà, j'en ai terminé. Monsieur Saïd, si vous voulez rajouter un mot, peut-être. Vous n'avez pas le micro. Parfait. Oui, donc rapidement, effectivement, donc merci pour cette présentation très très claire qui montre l'engagement de l'État sur les différents territoires. Et donc l'intérêt de la conférence, et donc à travers la conférence des financeurs, ça va être de faire le lien entre les moyens de l'État et les moyens des collectivités, et donc de travailler ensemble sur un projet territorial donc qui permettra aux utilisateurs et aux néo-aquitains d'avoir une vision plus large et plus fine de ce qu'on peut faire dans notre région. Voilà. Donc, en tous les cas, on voit bien quel est l'engagement de l'État, et en 2022, avec plus également d'engagement supplémentaire, on va pouvoir mettre en place de beaux projets dans notre région. Merci. La suite maintenant, donc le diagnostic territorial du sport, qui était la demande du décret d'application, de livrer un diagnostic avant d'avoir des données communes, en tout cas sur le territoire. Je ne vous cache pas que c'est un document d'environ 160 pages, mais qui sera sur le site internet de la conférence, et qui a pour but d'être une aide à la décision, d'être un état des lieux et des enjeux, en tout cas en 2021. Par rapport à peut-être d'autres régions, c'est un diagnostic non préconisant, d'où la partie 1, c'est-à-dire qu'avec le souhait de juste faire un point d'étape, voilà, mais pas de faire parler les chiffres, mais juste en tout cas proposer les chiffres. Donc nous avons en tout cas pu prendre l'appui de l'ancienne conférence territoriale du sport qui avait été mise en place en décembre 2016 suite à la loi NOTRe, avec du coup la construction du schéma régional du développement du sport qui avait été fait en 2017. Donc c'est-à-dire que nous ne partions pas de zéro, nous avions déjà de nombreuses données qu'on a dû remettre à jour, en tout cas en lien et en tension avec les enjeux de 2021, qui ne sont plus forcément les mêmes avec 2016-2017. Donc voilà, donc l'objectif, c'était de ne pas rayer ce qui avait été fait avant, bien au contraire, mais c'était de prendre en compte ce qui avait été fait avant, et aussi même par rapport à la démarche globale de la conférence territoriale. C'est pour ça qu'on arrive à peut-être avoir une démarche un peu plus innovante, c'est qu'on a en tout cas un passé qui nous aide peut-être à faire les choses encore mieux. Donc, ce diagnostic se veut être proposé comme du coup un document forcément exhaustif et une partie 1 qui répertorie des données, des documents, 4, parce que des documents sur la région, il y en a beaucoup. Je prends l'Atlas régional, le CPER, beaucoup de documents qui sont là déjà, qui
alimentent nos politiques publiques. Donc voilà, du coup, c'était vraiment d'essayer de les rassembler et d'essayer de les compacter, entre guillemets, dans le diagnostic territorial. Et pas, en tout cas, d'en faire une lecture et une analyse, mais en tout cas de les mettre, voilà, afin d'avoir une base commune de réflexion, de production et d'action collective. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, les 12 groupes de travail auront le même document sur la table et auront le même outil sur la table afin d'avoir, en tout cas, les mêmes grilles de lecture et les mêmes appuis de lecture pour travailler et pour œuvrer à la définition du projet sportif territorial. C'est-à-dire que notre choix vraiment avait été fait juste de créer un outil au service de la conférence et au service des commissions et au service des groupes de travail qui vont œuvrer à partir de janvier. Voici un peu ce premier point. Ce document avait été réalisé par les services de l'État en collaboration avec le CROSS, le Conseil régional de CPSF, et en appui d'un bureau d'études dans sa finalisation. Donc, je vais laisser Vincent Nicole, du bureau d'études CIALFI, alimenter et m'aider sur la suite de la synthèse de ce diagnostic. Oui, merci Aurélien. Vincent. Ouais. Oui, normalement, vous m'entendez, vous me voyez. Merci Aurélien, puis bonjour à toutes et tous, et merci à toutes et tous d'ailleurs de votre présence aujourd'hui. Je me permettrai tout d'abord très brièvement de compléter ce qui a été dit précédemment. L'exercice n'est jamais simple. Finalement, de devoir établir un premier état des lieux avec l'ensemble des enjeux à la fois sectoriels et transversaux qui peuvent concerner le sport en Nouvelle-Aquitaine. Donc ici, on n'est pas sur le diagnostic à proprement parler, mais finalement sur un essai de diagnostic qui vous est proposé donc comme une base commune de réflexion. Il y avait aussi cette question permanente de savoir où s'arrêter et comment être le plus exhaustif possible dans ce travail. Et on l'a fait notamment en se basant sur l'ensemble des données et des documents cadres qui existent déjà, comme l'a rappelé Aurélien à l'instant. Voilà, donc ce diagnostic territorial sportif, donc ce DTS, il comprend 6 grandes parties, disons. D'une part, une première partie avec tout ce qui concerne les éditos de Monsieur le Président de la Conférence régionale du sport et de ses 2 vice-présidents, Monsieur Lamarck et Monsieur Lafrique. Un préambule et puis une présentation synthétique de chaque partie qui constitue cet état des lieux, où on va revenir surtout et on va s'attacher à y décrire un maximum le cadrage et la contextualisation dans lequel est né cet état des lieux, les objectifs et les ambitions qui sont proprement spécifiques à la Nouvelle-Aquitaine, la définition un petit peu du projet sportif territorial qui nous attend, et puis, très important aussi, un ensemble de documents cadres et de référentiels incontournables qui nous ont servi justement de base de rédaction de ce document. Donc c'est autant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires, donc le SRADET, que le CPER, donc le contrat plan État-région, le schéma régional de développement du sport, les données INGEP, INSEE, du CROSS Nouvelle-Aquitaine, donc aussi le schéma d'organisation du sport de haut niveau, la feuille de route Néoterra estampillée peut-être un peu plus région Nouvelle-Aquitaine, l'atlas régional datant de 2008, et puis l'état des lieux, notamment des pratiques parasportives en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on a une deuxième partie qui est intitulée donc l'état des lieux territorial et sportif général, où ici, en fait, on souhaitait vous proposer une mise en interaction du ou des sports avec le territoire néo-aquitain et puis les territoires locaux, en tenant compte forcément des spécificités régionales et locales. C'est une des finalités de la conférence régionale du sport, et c'est spécifique peut-être un peu plus qu'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, avec 2 parties. D'une part, une partie sur le contexte territorial riche et diversifié qui est propice au développement du sport.
tout ce qui concerne les ressources physiques du milieu, relief, climat, ressources locales, la situation démographique avec la répartition, comment se répartit la population sur le territoire régional. Et puis des éléments aussi, ça nous semblait important de le rappeler ici, des éléments en termes de dimension économique avec notamment les secteurs du transport et les secteurs du tourisme qui sont forcément plus ou moins associés à la thématique sportive et territoriale. Et puis une deuxième grande partie où là, on va retrouver et on va s'attacher à décrire le fait que la Nouvelle-Aquitaine est un territoire de sport. On a essayé de vous retranscrire ce qu'on peut ressentir en termes d'identité régionale sportive, en termes d'offres plurielles et diversifiées, notamment en espaces et équipements sportifs, et puis aussi en termes de tendances par rapport aux pratiquants, disons, fédérés, institutionnalisés, mais aussi par rapport aux pratiques sportives urbaines, par rapport aux pratiques liées au sport de nature, et puis les grandes tendances d'évolution qui tendent à émerger ou à se confirmer actuellement et puis dans les années à venir. Avec également dans cette partie tout ce qui peut concerner des données par rapport au parasport, par rapport au sport de haut niveau, par rapport à la politique sportive régionale, la formation, l'emploi dans le sport, donc des thématiques importantes et qui vont nous concerner encore longtemps. Et puis un petit point aussi dans cette partie 2, c'est le fait de se poser la question d'avoir une communication qui est à développer et qui devrait être valorisante par rapport à tous les travaux menés. Alors ensuite, la troisième partie, elle va concerner le recensement des dispositifs et outils existants. Donc, on s'est arrêté en mai 2021, il me semble, à la fois des dispositifs et des outils à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle départementale. On a constaté, on constate un peu toutes et tous au quotidien qu'on a un tout. On a des dispositifs et des outils existants, mais on a un tout qui peut parfois manquer de cohérence, avec parfois une absence d'articulation ou de véritable stratégie partagée par l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés, voire au sein même d'une institution avec un décloisonnement peut-être notamment de certains services parfois, étant donné forcément que le sport est très transversal en termes de politique publique. Donc on a certains aussi de ces dispositifs locaux qui gagneraient à être beaucoup plus connus, partagés, voire déployés en fonction et en tenant compte des spécificités locales, bien entendu. Donc là, c'est vraiment vous proposer une boîte à outils qui se veut être accessible et évolutive pour que tout le monde puisse prendre connaissance des dispositifs et outils qui existent nationalement, régionalement ou en département. Ensuite, on a une quatrième partie sur l'impact. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Ensuite, on a une quatrième partie. Alors, c'était incontestable de pouvoir en parler. C'est l'impact de la crise sanitaire sur le sport, même si je conçois qu'on en est toutes et tous un petit peu marre d'entendre ces termes, etc. Mais c'est inconcevable parce que de ne pas faire de faire sans, parce que on considère que la crise sanitaire qui est toujours un petit peu en cours et la Covid-19 va avoir un impact très important sur les tendances d'évolution, notamment des pratiques sportives. Donc ici, c'était de répertorier tout ce qui pouvait être lié aux impacts pour le mouvement sportif, pour le sport scolaire et universitaire, pour les collectivités territoriales, pour les établissements sportifs de secteur privé, et de mettre aussi dans cette partie le fait que le mouvement sportif et les acteurs concernés par le sport ne sont pas croisés les bras, bien au contraire, mais qu'il y a eu une réaction face à cette crise, avec certains éléments d'adaptation, de réactivité et de relative résilience pour faire face à cette crise sanitaire. Et enfin, donc, deux dernières parties. Donc, la partie qui porte le numéro 5 ici, ce sont, je vous ai proposé un panel d'enjeux territoriaux et sportifs majeurs
qu'on a voulu assez exhaustifs, qui peuvent être rediscutés, rebrassés, comme bon vous semble. Mais le but, c'était de vous ouvrir un maximum à un certain nombre d'enjeux majeurs qui sont les nôtres actuellement et qui seront les nôtres dans les semaines et mois qui viennent. Donc, le sport pour tous, le sport féminin, le sport et handicap, sport fédéral, sport de nature, sport de rue, sport à l'école, sport santé, Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, la question des espaces et équipements sportifs, les interactions entre sport et développement durable, sport et tourisme, sécurisation des pratiques, formation, bénévolat, sport et innovation, et enfin gouvernance du sport. Donc vous voyez qu'on aurait pu continuer cette liste, mais voilà, à chaque fois, à chaque enjeu majeur qu'on a pu identifier, on en a décrit un paragraphe, voire plusieurs paragraphes pour vous permettre d'avoir cette première base commune. Et forcément, il y aurait des choses à ajouter dans chaque descriptif, je le conçois totalement. Et enfin, la 6e partie, c'est la dernière partie de cet état des lieux, une conférence régionale du sport, on revient sur les missions des 3 commissions thématiques, à savoir la commission développement des pratiques, la commission territoire et puis la commission stratégie et communication. Voilà un petit peu pour cette présentation du DTS. Merci Vincent. Du coup, pour terminer, voilà l'objectif. Voilà, c'est un diagnostic partagé pour la définition du PST. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'objectif d'avoir les mêmes repères, les mêmes termes et les mêmes spécificités de notre territoire sur un même document. Voilà, et qui vise vraiment à créer la partie 2, voilà, et qui pourra s'intituler concertation et diagnostic partagé, voilà, et qui permettra vraiment de rédiger le projet sportif territorial en 2022. Du coup, voilà, dans la présentation qu'on vous enverra, voilà, il y aura le lien sur le site internet avec le diagnostic territorial qui est mis en libre accès sans problème. Monsieur Saïd, si vous voulez dire un petit mot. Tout a été pratiquement dit. Moi, je voulais seulement insister sur le fait, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, le fait qu'on pose un pro-diagnostic qui est une base. Hein. C'est aussi notre souhait de faire avec vous. Et donc, la deuxième partie, c'est celle que vient d'expliquer Vincent Nicole, qui est là et va prendre en compte le travail des ateliers et des groupes de travail pour construire le besoin et répondre aux attentes de nos territoires et de nos citoyens de notre région. C'est ça l'enjeu, c'est de construire un PST identitaire à notre région, alors qui aura forcément des bases communes avec les autres PST des autres régions, mais avec une spécificité régionale. Et c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité travailler pour vous associer encore plus à travers ces groupes de travail éphémères qui vont faire remonter et partager votre expérience et votre compétence. Donc, on compte vraiment sur vous et on sait que vous êtes très largement motivés pour vous y impliquer. En tous les cas, nous, on est légalement avec vous et donc on va construire ensemble un PST ambitieux et adapté à notre région et à nos territoires. Merci. Donc, c'est maintenant le moment d'échange. Voilà. Même si c'est une visio, l'objectif, c'est de pouvoir échanger ou de questionner. Donc, on va essayer de lever la main à chaque fois et on vous donnera la parole. Donc, j'arrête le partage pour l'instant. Alors... Le plus compliqué, c'est la première question, première intervention, n'hésitez pas. Hein, faut pas... Alors, on est entre nous, donc on peut aussi, voilà, il ne faut pas hésiter. Tout a été clair, alors du coup. Peut-être, si vous me permettez, me permettre justement de rebondir sur l'indication et la question de M. Solas, de la Fédération française de randonnée, il me semble, qui est dans la discussion. Par rapport aux aménagements et aux équipements sportifs sur la voie et l'espace public, bien entendu, alors même si ça ne transpire pas forcément, alors
alors j'ai plus le contenu exact en tête, mais même si vous avez l'impression que ça ne transpire pas forcément dans le diagnostic territorial sportif, c'est une question majeure qui nous est forcément posée. Au-delà de l'équipement un petit peu standardisé, type skatepark, etc., bien entendu que nous allons et qu'on va toutes et tous, avec les membres de chaque groupe de travail, prendre en compte le fait que finalement, certaines pratiques ne nécessitent pas forcément des équipements sportifs au sens propre et équipements sportifs particuliers, mais qu'on va être dans des réflexions d'aménagement urbain qui vont à la fois concerner ces pratiques, mais qui vont aussi concerner l'ensemble des usagers de la ville. Et puis pareil pour les sports de nature avec par exemple les chemins de randonnée qui servent à la fois d'itinéraires sportifs, d'itinéraires de loisirs, mais aussi qui sont empruntés par un certain nombre d'autres usagers. Voilà. Merci d'avoir répondu partiellement, enfin même assez complètement à la question, Monsieur Nicole. En effet, c'est pour les sports de pleine nature, littoraux ou terrestres, c'est important qu'ils ne soient pas hors de cette boucle, parce qu'ils le sont. Certes, il y a les aménagements urbains qui se profilent pour le skate, des activités. Je vois, il y a même la marche nordique en ville avec franchissement d'obstacles, etc., qui se développent. Mais il y a aussi les activités littorales où, bien sûr, le terrain est là, mais ils doivent la plupart du temps être accompagnés d'un équipement local pour tout un tas de raisons. Vous les connaissez tous, hein, les pratiquants. Ils sont souvent légers, mais ils sont indispensables. Or, actuellement, c'est pris en compte, certes, par des collectivités à certains endroits, mais il n'y a pas de systématisation. C'est pourquoi je posais cette question et je fais une différence entre les sports de pleine nature sur la voie publique, et c'est d'ailleurs un rebondissement par rapport à la crise sanitaire, on peut y revenir, mais aussi des sports de pleine nature, pas de pleine nature, des sports de plein air, les hippodromes, les stades, ce sont des sports de plein air. Et là, il y a un équipement nécessaire qui bien souvent est pris en compte par les collectivités, puisqu'on sait qu'il y a environ, je sais plus, 10 à 12 milliards de sous qui sont donnés par les collectivités pour ces aménagements, hein, globalement, sur le territoire hexagonal et ultramarin. Mais en plus, les autres équipements ne sont pas souvent en considération. Et c'est, à travers ma question, c'est cette nécessité de s'ouvrir à ces sports pour tous, dans tous les milieux. Vous savez que il y a plus de sportifs que de licenciés, hein, et donc les fédérations sportives délégataires, bien sûr, elles répondent à leurs licenciés, mais elles répondent aussi aux Français qui pratiquent les activités qu'elles concernent. Et bien souvent, ces équipements ne sont pas pris en compte. Alors, vous avez cité en effet les itinéraires de randonnée, ça c'est chez nous, en effet, ils sont partiellement pris en compte par les collectivités, mais il y en a bien d'autres. Je ne parle pas qu'au nom de ces itinéraires-là. Et il me semble qu'il y a de l'argent devrait être investi pour faciliter pour les Français et les néo-acquittés en particulier l'accès à ces sports de pleine nature où il n'y a pas toujours les équipements nécessaires parce que soit ils ne font pas de business, voilà, il y a aussi ça, ils ont un manque de visibilité et compagnie. Merci donc d'avoir répondu à cette question qui, à mon avis, est fondamentale, notamment sur la notion des groupes dans les territoires. Merci. Alors, nous avons plusieurs mains levées. Monsieur Désier. Oui, bonjour, Gérard Deuzier, vice-président du Grand Angoulême. Oui, je regardais un petit peu là. Alors, c'est très difficile hein, parce que le PowerPoint est riche de renseignements et d'informations. En ce qui concerne les subventions et la répartition par département, elle s'est faite sur quels critères parce que je me pose la question dans la mesure où on aurait un projet d'un équipement structurant manquant sur un territoire, sur le département par exemple. Comment on peut, parce que vu les montants qui sont proposés ici, on serait bien en dessous d'une subvention significative pour permettre le lancement d'un tel projet. Donc voilà, c'est un petit peu, je veux dire, si on avait eu connaissance un petit peu avant de ce PowerPoint, il y avait peut-être des questions qui auraient été plus faciles parce que la visio, c'est compliqué en même temps de lire ce que vous nous proposez et puis de se faire une idée, quoi.
comme on ne peut pas avoir l'échange en direct, c'est un petit peu compliqué. Donc, juste, c'était savoir un petit peu quels sont les critères qui ont permis de faire ces répartitions de grandes enveloppes. En tout cas, sur tout ce qui est équipement, c'était l'instruction de base, c'est-à-dire que la note de service 2021 a été basculée au mois de février ou mars 2021, voilà, qui après part dans les services départementaux et après est communiquée aux différents porteurs de projets. Nous avons souhaité, en tout cas, essayer de communiquer le plus possible sur ces enveloppes, parce que du coup, il y en avait plusieurs, sachant que le plan de relance a été dans une gestion très contrainte en termes de calendrier par rapport à d'autres, mais c'est-à-dire que ces différentes campagnes de subvention ont des calendriers vraiment différents et il est difficile pour nous, en tout cas, de les harmoniser sur le territoire. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut avec les services de l'État dans les départements. Et donc, les critères, en tout cas, la stratégie régionale avait été, sur 2021, d'essayer, en tout cas, de subventionner le plus possible de projets, c'est-à-dire qu'en tête, je n'ai que même pas 5 à 10 projets non subventionnés par rapport à des demandes faites. C'est-à-dire que tous les projets demandés ont eu une subvention de la part de l'Agence nationale du sport sur les différentes enveloppes. Voilà, sachant qu'il y a eu des enveloppes d'urgence, comme le plan de relance, voilà, où des choses, il fallait que ça aille vite. Donc, voilà, du coup, et effectivement, l'objectif de la conférence régionale et de la conférence des financeurs puisse permettre d'avoir du temps aux porteurs et d'avoir un élément communicant central afin de communiquer sur toutes ces enveloppes et sur les attentes. Voilà. Sachant que nos attentes sont plutôt définies par rapport à la note de cadrage de l'agence avec les critères d'éligibilité connus. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, Christophe. Oui. Je peux continuer sur les autres aspects qui sont surtout liés au PST, les projets sportifs territoriaux. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'enveloppe fléchée par département. Il y a effectivement une note de cadrage de l'ANS qui est répercutée sur chaque collègue des services départementaux JES et qui, eux, font le lien avec tous les clubs et toutes les structures sportives locales. En gros, si je prends juste l'exemple de l'emploi, qui est marquant et frappant, on ne dit pas qu'il y a tant d'emplois par département. Il y a plusieurs dispositifs. Tout le monde est éligible à ces dispositifs. Faites-nous remonter tous les besoins de tous les départements. Et donc, il y a d'abord une première étude au niveau local avec les collègues des départements qui regardent l'éligibilité du dossier d'une part, et puis aussi le projet associatif lié à cette création d'emploi. Donc, il y a un échange obligatoire entre le président de l'association ou comité départemental et le collègue en service départemental. Et après, on fait une concertation régionale. Chaque département nous fait remonter ses besoins, l'ensemble de ses besoins que lui, il a validés, et on fait une concertation régionale des besoins. Et on valide tout ce qu'on peut valider. Donc, chaque département a mis ses priorités au cas où on aurait une problématique de plafond de subventions qu'on ne peut pas dépasser. Mais en tout cas, tous les besoins qui sont remontés cette année, à 98% ont été pris. En gros, comme je vous l'ai dit, on avait une année un peu exceptionnelle pour l'emploi avec la relance. On a pu créer cette année 704 emplois sur les différents dispositifs, bien sûr. 704 emplois pour le sport. Il n'y en a que 3 ou 4 qui n'ont pas pu être subventionnés parce qu'il manquait des éléments de la part de la structure ou que la structure nous a dit en cours de route, bon, j'attends encore un an ou je ne peux pas le faire. Donc, il n'y a pas d'enveloppe fléchée par département. Il y a vraiment des dispositifs qui sont à la disposition de toutes les associations et c'est la porte d'entrée. C'est vraiment par les services départementaux jeunesse et sport, jeunesse, engagement et sport. Et après, on fait une concertation régionale et on fait un avis de la CRDS pour une validation finale par Madame la préfète. OK, merci. Merci. Monsieur Laurent Baudinet. Oui. Bonjour à tout le monde. Bon, un premier témoignage et puis ensuite, pas une question, mais vraiment une suggestion. D'abord, un témoignage. Donc, je suis vraiment très satisfait de ces premiers échanges qu'on a pu avoir, de les premières réunions. On s'est effectivement réunis au niveau de la commission et se féliciter du travail effectué par l'ensemble et particulièrement par toutes les équipes. Voilà, il y a une méthodologie qui est là que beaucoup de structures autres que dans le sport pourraient envier et pas seulement dans le monde économique. Voilà, je veux dire, là, et comme l'a rappelé le président, on met en place une méthodologie qui peut créer de l'impatience, mais
Et c'est vraiment la base. Et là, j'ai juste une suggestion par rapport à ce qui nous a été présenté à l'instant. On a parlé des bénévoles, il y a un vrai sujet, mais j'aurais vraiment apprécié que le mot dirigeant, les dirigeants, il y a les bénévoles en général, il y a le dirigeant en particulier, le dirigeant, la dirigeante bien sûr des infrastructures, parce que ça, en fait, in fine, c'est bien eux qui vont mettre en place et c'est eux qui portent toute la politique sportive partagée qu'on va établir, mais c'est bien la dirigeante et le dirigeant dans tous les territoires qui va porter cette politique sportive. Je veux témoigner que les dirigeants et dirigeantes sont... Il y a une certaine forme de souffrance en ce moment. On parle de la crise sanitaire. Eux-mêmes portent à bout de bras les structures sportives. La crise nous fait oublier aussi une autre dimension qui nous impacte depuis longtemps, depuis Charlie, c'est le plan Vigipirate. Et ça, au niveau des actions sportives, qu'elles soient grandes, petites, qu'elles soient en urbaine, qu'elles soient en périurbaine, qu'elles soient en ruralité, en grande ruralité, il y a un vrai sujet. Et quand on parle, voilà, j'ai juste à rajouter qu'il y a un sujet particulier dans le bénévolat, mais le sujet particulier des dirigeants qui ont à faire face à des contraintes énormes qui peut susciter, je le vois dans certains cas, peut-être une crise de vocation. Et c'est un bénévole particulier. Je pense qu'on aurait à gagner en les mettant bien, en identifiant, il y a les bénévoles en tout, mais il y a les dirigeants en particulier, et qui portent de plus en plus des responsabilités énormes. Et ce sera bien eux aussi les premiers acteurs et ambassadeurs de cette politique, de ce plan sportif territorial que nous allons ensemble construire. Voilà, c'était mon intervention par rapport à ces dirigeants qui, aujourd'hui, ont une situation quand même très complexe, alors qu'ils sont ici bénévoles. Ouais, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Laurent Maudinet. Merci pour vos propos, parce qu'on ne l'a pas effectivement abordé de manière claire, mais c'était... je voulais en parler à la fin de la clôture, parce que c'est vrai que dans les bénévoles, il y a aussi des dirigeants et les dirigeants. Et moi, je pointerai également sur le mot dirigeant, ceux qui sont employeurs. La crise sanitaire, effectivement, a posé une réelle difficulté au niveau des salariés du monde associatif qui sont interrogés sur leur avenir. Et ça a été porté par les salariés, bien entendu, mais aussi par les dirigeants employeurs bénévoles qui ont été, pour certains, en véritable souffrance. Moi, j'en ai eu qui étaient vraiment en souffrance, et c'est vrai qu'on a à s'interroger sur l'avenir. Ça a été dit tout à l'heure dans les enjeux qu'on a sur l'après-crise, l'après-Covid. C'est comment on accompagne le développement des pratiques, comment on accompagne les dirigeants et comment on accompagne les collectivités pour que demain, ensemble, on puisse être plus fort et plus efficace. Et dans cette réflexion, il y a effectivement le rôle des dirigeants et la place du dirigeant. Et donc là-dessus, il faudra que dans le cadre de la conférence, on soit attentif à ça et comment on va pouvoir, les uns les autres, accompagner cette réflexion, cette formation, pour permettre à des futurs dirigeants de s'y impliquer. Parce que si on ne prend pas en compte cette problématique, dans quelques années, on aura une baisse de dirigeants, pas forcément bénévoles, parce qu'on a des bénévoles sur les manifestations, on en a peut-être plus en plus d'une manière ponctuelle. C'est des dirigeants qui prennent les responsabilités. Aujourd'hui, on voit bien le poids qu'il y a, et vous l'avez très bien dit. Et donc, demain, il va falloir qu'on les accompagne, qu'on les soutienne et qu'on repose les choses pour que justement chacun prenne en compte leurs problématiques et leurs difficultés. Merci. Merci. David Legout, qui est pilote d'un groupe de travail. On ne t'entend pas, David. C'est peut-être mieux comme ça. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais rebondir sur ce que j'ai entendu précédemment sur les nouvelles disciplines sportives qu'on voit arriver dans le paysage. Je représente effectivement des intérêts très différents, à savoir des clubs et des moniteurs d'un côté, ainsi que des collectivités, et de l'autre côté, des concepteurs et des constructeurs de skateparks. On a un format qui est un peu particulier. La pratique dans la rue ne nous intéresse pas. Ce n'est pas d'ailleurs du tout le but de notre présence dans la conférence régionale des financeurs du sport, en particulier sur la question des équipements. J'habite Limoges, je sais que
Madame Rosette est en ligne aussi. Porter un projet de skatepark, c'est très compliqué. En réalité, on n'est pas du tout sur un projet uniquement sportif. On est sur un projet de mutualisation des usages avec un travail paysager, avec une notion de durabilité, où on va livrer un équipement qui sera à la fois dédié aux pratiquants, certes, mais aussi et surtout aux familles, aux accompagnants. On travaille la mixité avec l'éclairage, on travaille l'inclusion avec des designs adaptés aussi bien aux débutants qu'aux handicapés ou aux professionnels. Le petit skatepark que vous voyez derrière moi accueille des gens qui viennent apprendre à rouler comme d'autres qui viennent préparer les Jeux Olympiques. Donc justement, au passage, on est ravis de vous dire que le skateboard, entre autres, mais le surf aussi et l'escalade seront aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et donc, a priori, jusqu'en 2032, on sera dans une dynamique olympique. À côté de ça, la plateforme d'échange que je représente et les gens dont je porte la parole ne se contentent pas d'inciter les gens à faire du sport. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Nous, on est un carrefour social et sportif. Donc, on compte bien essayer de vous apporter dans la discussion un certain nombre d'outils qu'on a développés un peu à la marge parce que pendant des années, comme on est un peu rugueux, un peu les derniers de la classe, un peu des fois mal polis ou un peu bousculant, c'est aussi ce qui caractérise nos disciplines, mais néanmoins, c'est la nouvelle génération. Le skateboard et les sports à roulettes, ce sont les sports les plus pratiqués aujourd'hui par les collégiens, qui sont le cœur de cible des clubs sportifs en général. Quand on ne les voit plus dans les clubs de foot, en fait, ils sont chez nous. Et ça dure de 10 à 18 ans, on va dire. Donc, on a un vrai rôle à jouer. On a décidé de s'investir dans le discours public avec vous, d'apporter une expertise à la fois privée et aussi associative et aussi publique. On sera des fois maladroit, on fera des efforts. Néanmoins, on a développé beaucoup d'outils qui peuvent servir à tout le monde, et notamment sur la mutualisation des usages. Aujourd'hui, dans les skateparks, on installe des playgrounds de basket au milieu du skatepark. Et ça se passe très bien. On installe des murs d'escalade dans les skateparks. Et le skatepark est un objet qui intéresse beaucoup plus de monde dans la discussion que n'importe quel objet sportif ces derniers temps. Ça coûte la moitié d'un terrain de football synthétique. Et quand vous faites le tour des élus de vos villes, demandez-leur. Le dimanche, c'est là où il y a le plus de monde. Ce n'est pas pour rien, justement, qu'à Limoges, Mme Rosette et M. le maire de Limoges ont décidé d'implanter un skatepark dans un jardin public classé. Donc, je voulais juste préciser qu'on n'est pas un sport de rue, on n'est plus des clochards ou des drogués. On ne l'a d'ailleurs jamais été. On a simplement pour ambition de s'intégrer dans la communauté, de ramener des médailles, de mettre les gens au sport et de le faire au milieu de la ville, avec le reste des sportifs, des accompagnants et des décideurs publics. Merci. 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 Madame Rosette. Oui, bonjour à tous. Merci David pour tes mots. Effectivement, implanter un skatepark en plein cœur de ville dans un site archéologique, c'est un vrai challenge et on n'est pas les seuls acteurs. Moi, j'ai trois remarques à faire. Sur le bénévolat, je voulais juste rebondir. Nous, à Limoges, on a mis en place un petit guide du bénévolat qui est un outil pour les associations. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est, comme je vous dis, c'est un outil. 4 catégories de bénévoles ont été répertoriées. Ceux qui veulent prendre des responsabilités, donc les dirigeants, ceux qui viennent sur des one-shots pour les grands événements ou des événements un peu plus structurants des clubs, et ceux qu'on a tendance un peu à appeler systématiquement en pompiers et qui, au bout d'un moment, on a un peu marre et puis qui lâchent l'affaire, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça fait 3, ça ne fait pas 4. Donc, c'est un outil qu'on a fait avec le DOS et qui fonctionne bien. Je peux vous le faire passer si vous voulez. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ça n'a rien non plus de révolutionnaire. Je voulais rebondir aussi sur autre chose. Aujourd'hui, on observe, si je ne me trompe pas, de plus en plus de pratiquants, notamment grâce ou à cause du Covid, je ne sais pas, mais de moins en moins de licenciés. Et je pense que là-dessus, il y a un travail à faire avec les fédérations et donc, au bout du bout, avec les associations sportives pour essayer
de remobiliser vers les associations et notamment la pratique loisir, puisque la compétition aujourd'hui n'est plus adaptée à tout le monde. Ça fait un peu peur, c'est de l'investissement. Donc, je crois qu'il y a une vraie remise en cause de la part des fédérations et donc des associations sur ce sujet-là. Et la dernière des choses qui me tient vraiment à cœur, et je ne sais pas, j'ai peut-être zappé certains des travaux, mais les relations avec l'université et les inspections académiques. Les jeunes sont le plus dans les écoles et à l'université. Et là, je crois qu'il y a un gros travail de transversalité à faire avec eux, sur les équipements aussi. Est-ce que c'est l'objet de la conférence régionale du sport? Ça, c'est vous qui allez me le dire ou pas. Pour essayer d'être le plus succinct possible, aujourd'hui, dans des villes moyennes comme Limoges ou bien d'autres en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine, on a besoin de sportifs de bon niveau, mais qui ne sont pas listés sur les listes ministérielles et qui n'ont pas de parcours universitaire ou même au lycée qui soit adapté par rapport à leur volume d'entraînement dans leur club. Je pense à la Fédérale 1 en rugby, je pense à National en foot, en basket, en Pro B par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à proposer à ces sportifs de bons, voire quand même de très bons niveaux, à allier sport et études. Et ce qui fait qu'au bout du bout, il y a une vraie fuite vers l'étranger où ils ont accès à des universités, donc à une formation universitaire et à une pratique de leur sport dans de bonnes conditions. Ça, je crois que c'est un vrai enjeu national. Quand on se veut une nation sportive, qu'on a des Jeux en 2024, je trouve qu'aujourd'hui, en France, on est très, très en retard sur le sujet. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine, qui a quand même de nombreuses universités sur son territoire, ne pourrait pas essayer d'être un peu leader sur ce sujet-là et innovant? Voilà, ça, c'est vraiment un vœu que j'espère pas trop pieux, parce que la France souffre cruellement de ça. On ne peut pas, en France, on est encore très stigmatisé, on est soit sportif, soit intellectuel, quoi. Et c'est compliqué, je trouve. Et quand j'en parle avec les fédérations respectives, que ce soit le tennis, le basket, il y a une vraie difficulté. Merci. Monsieur Saïd, il voulait du coup répondre pour les universités, je pense. Oui, donc pour l'université, donc effectivement, Mme Rosette, bonjour. Donc on a bien sûr bonjour, Monsieur Saïd. Intégré le travail des universités. Donc je vais vous en parler donc enfin justement avec la mise en place d'un observatoire du sport au niveau régional qui permettra d'avoir un outil d'analyse sur l'évolution des pratiques, parce que là, ce que vous dites les uns les autres, on se le dit tous, c'est qu'aujourd'hui les pratiques évoluent. Elles évoluent en fonction de nos territoires, en fonction de contexte, par exemple sanitaire ou de contexte fédéral ou économique. Et donc, pour ça, il nous faut avoir les indicateurs. Ces indicateurs, on ne les a pas encore assez. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des universités et des spécialistes pour avoir au niveau régional donc un observatoire qui nous permettra aussi bien au niveau régional qu'au niveau local, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir des chiffres et des études qui nous permettront de savoir où on va et donc du coup de poser les réflexions. Là, vous en avez posé une, c'est effectivement par rapport à un athlète, un sportif soit de haut niveau, soit d'un très bon niveau, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan éducatif? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan professionnel? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan financier? Parce que là aussi, moi, j'ai été aussi entraîneur, j'ai été dirigeant d'une ligue sportive. Je sais très bien que quand on est un sportif d'un très bon niveau, ça coûte de l'argent pour les familles. Là aussi, on doit aussi, quand on parle du sport pour tous, on doit parler du sport de haut niveau pour tous. Et malheureusement, aujourd'hui, à des moments, un jeune qui a les moyens, dont les familles n'ont pas les moyens, même s'il a le potentiel, en fonction des fédérations, en fonction des sports, il est obligé d'arrêter. Et ça aussi, ça sera à poser dans notre réflexion, parce que aussi, même si on est sur une pratique sportive pour tous, pour santé, on ne doit pas non plus négliger une pratique sportive compétitive. Et cette pratique compétitive, elle se fait à tous les niveaux, avec tous les territoires et en fonction des contextes actuels. Donc là aussi, je suis entièrement d'accord avec vous, Mme Rosette. Il faut qu'on se penche là-dessus parce que c'est un vrai sujet aussi. Si vous me permettez 2 minutes. Bien sûr. Oui. Vous parlez du sport santé aussi. Je rebondis sur le milieu purement scolaire aussi, où je déplore vraiment, et je pense que ce n'est pas qu'à Limoges, c'est sûrement un peu partout pareil,
la pratique sportive est, à mon sens, insuffisante. Non pas de vouloir en faire forcément des grands athlètes ou quoi, mais il y a un problème de santé publique sur ce sujet-là aussi, puisque ces jeunes sont potentiellement les malades de demain, et on ne les apprend plus à bouger, à avoir une vie saine et avoir une pratique sportive classique, j'allais dire. Alors, tous, je pense que dans nos collectivités, on bidouille un peu, on y met des éducateurs sportifs, on fait ce qu'on peut sur certains cycles scolaires, donc il y a le savoir nager, il y a le savoir rouler, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à aller au-delà, quoi, vraiment. Et en plus, on a la chance, je crois, que le ministère des Sports soit aujourd'hui adossé au ministère de l'Éducation nationale. Et alors là, bon, c'est peut-être plus un projet national, mais si la conférence régionale du sport de la Nouvelle-Aquitaine pouvait être force de proposition sur ces sujets-là, je pense qu'on commencerait à gagner une bataille, peut-être pas la guerre, mais en tous les cas, une bataille, parce que je crois que c'est l'enjeu de notre jeunesse qu'il y a derrière. Tout à fait, oui. Merci. Ouais, peut-être Monsieur Duverdier veut peut-être prendre la parole sur le sujet, et avant de passer la parole à d'autres personnes. Monsieur Duverdier. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Oui, je suis effectivement interpellé par les commentaires les derniers, notamment sur le sport dans les établissements scolaires. Alors, je ne sais pas si notre collègue s'adresse au premier degré, au second degré, au collège, au lycée ou autre, mais disons, la nation s'est quand même positionnée par rapport à des programmes et autres sur le sport santé. Les programmes en éducation physique et sportive, aussi bien dans le premier degré que dans le second degré, ont vraiment mis en avant cette grande, on va dire, nécessité du sport santé. Et il y a un accompagnement pour les élèves, aussi bien dans le cadre de l'enseignement obligatoire que dans le cadre du périscolaire, notamment dans les associations sportives, l'UCEP pour le premier degré, l'UNSS et l'UXEL pour le second degré, et des dispositifs comme les sections sportives, sections d'excellence sportive ou autres, qui font quand même que cette nécessité de mettre les élèves en mouvement par des pratiques physiques encadrées par des professionnels et par des gens compétents est quand même d'actualité. Donc, on peut effectivement toujours déplorer qu'il n'y a pas suffisamment d'heures dans le cadre de l'enseignement proposé aux élèves, mais de là à dire que cette nécessité n'est pas prise en considération, je trouve que le jugement est un petit peu sévère, malgré tout. Merci. Un droit de réponse, non? Pardon? J'ai un droit de réponse? On en parlera, je pense, dans les ateliers. Voilà, oui, ok, ça marche, pas de souci, voilà, merci. Voilà. Mais je crois, M. Duverdier, que la réflexion de Mme Rosette, ce n'était pas dans ce sens-là, et c'était surtout sur l'évolution des universitaires et la prise en compte du temps d'entraînement par rapport à un jeune qui est universitaire. Et oui, c'est là-dessus peut-être qu'il faut qu'on travaille. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai bien fait la différence entre ce qui était de l'ordre de l'université et de l'ordre du second degré et du premier degré. Et après, je vais être très, très rapide, mais dans le cadre de l'accompagnement des sportifs, notamment de très bon niveau, voire de haut niveau ou de très haut niveau, il y a un accompagnement dans le parcours de formation des élèves. Je parle là du second degré, du collège, du lycée. Notamment sur ce parcours de formation avec des aménagements dans le cadre du parcours scolaire, et également un accompagnement pour la certification, c'est-à-dire la prise en compte justement d'activités adaptées, la prise en considération d'une certification baccalauréat qui prend en compte justement les sportifs de haut niveau. Donc, on pourra effectivement développer tous ces thèmes-là et bien entendu partager avec l'ensemble des acteurs présents ici, lors des commissions de travail, si effectivement je suis convié à pouvoir y participer, ce qui pour moi serait un plaisir et un honneur, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. On fera bien entendu appel à vous, bien sûr. Madame Guerre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Carole Guerre, je suis vice-présidente du conseil départemental de la Gironde. Alors, d'abord, vous remercier. Moi, c'est ma première participation sur ces temps de travail, et je trouve que ça nous permet aussi à nous de nous réinterroger sur les actions que l'on veut porter au sein de nos territoires. Je rebondirai juste sur deux choses. La première, entièrement d'accord au sujet des skateparks. Je l'ai vérifié sur ma commune du Haillan. Ce sont des véritables lieux de rencontre, d'inclusion. Nous avions, nous, un petit peu des jeunes un petit peu disséminés dans nos rues. Maintenant, on en a fait un lieu
un lieu assez solaire, en mêlant effectivement le basket et le skatepark, qui nous permet à nous élus d'être allés à la rencontre des jeunes et de travailler avec eux, et notamment de les inclure dans des projets communaux, ce qui a eu pour effet bien d'apaiser les tensions, parce qu'il y avait quand même aussi des tensions. Je crois qu'on a tout ça sur nos territoires, hein, de toute manière. Voilà, donc vous dire que je soutiens absolument ce qui a été dit au niveau des skateparks. Ensuite, une réflexion autre sur la pratique du handisport, parce que j'ai de longues discussions avec un de nos athlètes paralympiques, qui est Damien Tokatlian, qui a été médaillé, qui est un de nos escrimeurs médaillés, et qui m'a soulevé la question de quel accompagnement de la part des collectivités territoriales entre deux compétitions, notamment internationales. Nous, au niveau du département de la Gironde, on a mis un accompagnement quand les athlètes partent. On leur donne une bourse de 5 000 €. Mais quid entre deux? Voilà, c'est ce qui a été soulevé, et par Romain Noble aussi, hein, qui est au niveau de l'escrime aussi, en paralympique. Quid de l'accompagnement entre deux compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques? Parce qu'on parlait du sport-études, mais j'aimerais bien aussi que l'on parle du sport-emploi, en fait, du sport professionnel, où on a les sportifs. C'est quelque chose qui me tient à cœur sur nos sportifs atteints de handicap. Je trouve que c'est aussi notre devoir en tant qu'acteurs politiques, voilà, de les accompagner au mieux et de faire en sorte de ne pas les lâcher, notamment cette période de Covid, où ils subissent aussi, je veux dire, excusez-moi l'expression, le double effet qui se coule. Voilà, donc c'était une petite réflexion que je souhaiterais soulever pour amener, mais je sais qu'on a des groupes de travail après. Voilà. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, j'en ai une, moi, qui émane des présidents de DOS, qui s'interrogent justement sur là je change de sujet, c'est sur les équipements sportifs de proximité. Donc, il va y avoir, on a vu dans les slides qui ont été présentés des crédits spécifiques sur les équipements de proximité. Et l'interrogation, c'est sur le vécu qu'on a pu avoir il y a de nombreuses années sur les équipements de proximité, style 1000 clubs de tennis ou 1000 parcs. Enfin, voilà. Donc, du coup, avec la possibilité de mettre en place des équipements qui, au bout du compte, ne servent pas à grand-chose. Et donc, l'interrogation, c'est de savoir est-ce que dans les critères d'accompagnement de ces aides, il y aura une obligation de mise en place en parallèle d'un projet d'animation. Oui, monsieur Lamarque, très bien. Je vous laisse. Oui, alors pour les dispositifs financés par l'État, le projet d'animation est obligatoire pour le financement, donc pour les équipements ANS financés par l'État. Un des critères, c'est effectivement le projet d'animation, et c'est pour ça que dans le cadre des projets sportifs territoriaux, comme l'ont présenté Aurélien Pinet et Christophe Combette, on va essayer de coupler effectivement une aide à l'emploi notamment, et puis voilà. Mais l'idée, c'est il faut la libération du foncier, la possibilité de faire des travaux, un maître d'œuvre et effectivement un projet d'animation pour éviter ce qu'on appelle dans le monde sportif des éléphants blancs. Voilà. Alors, ça ne s'est pas trop passé sur les piscines, parce qu'en général, les communes ont mis des maîtres nageurs dans les piscines, ça, ce n'était pas un sujet. En revanche, sur un certain nombre d'autres dispositifs, comme les 1000 tennis, parfois, effectivement, soit les clubs se le sont appropriés et ça a généré plein de choses très intéressantes, soit ça n'a pas été le cas. Et donc là, on sera extrêmement attentif, effectivement. En tout cas, c'est les consignes qui nous sont données tant par l'agence que par la préfète, à ce que les dispositifs de financement intègrent l'animation, c'est-à-dire qui et comment. Ça peut être une collectivité, ça peut être un club, ça peut être une autre structure, mais on sera extrêmement attentif, effectivement, à ce que le projet se tienne, comme on sera aussi très attentif au fait que les projets intègrent la pluralité des publics. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de privatisé pour un club ou pour… voilà, ça sera bien, il faut que ça soit ouvert aux scolaires, etc. Voilà, c'est l'idée, effectivement, qu'il y a à la fois un projet d'animation et une mixité des publics. Si j'ai répondu à la question au titre du financeur qu'est l'État. Merci. C'est une question qui m'a été remontée des DOS, donc voilà, donc comme personne ne la pose, je la pose pour… Voilà. Monsieur Legout,
de nouveau. Oui, merci Mme Guéret pour vos mots. Effectivement, c'est toujours agréable d'entendre qu'un skatepark peut servir à quelque chose. Moi, je voulais rebondir sur les propos du président, de M. Saïd. On a la particularité, les skateparks, d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, des petits ou des moyens objets dans le paysage des équipements sportifs. Quand on regarde, par exemple, une piscine ou un complexe aquatique, le coût d'un skatepark est absolument ridicule. Néanmoins, socialement, il apporte à peu près la même chose. On a parlé tout à l'heure d'équipements, enfin, vous avez parlé tout à l'heure d'équipements de proximité. On se situe justement à mi-chemin. Effectivement, dans une petite ville de 10 000 habitants, on est dans la proximité, alors que dans une grande ville, on est sur de la proximité structurante. Et il faut bien, je suis très rassuré, on a eu l'occasion d'en discuter pendant le Salon des maires et des collectivités locales, d'entendre M. Sanor tout à l'heure nous dire que finalement, le plan proximité, les 5 000 équipements, dont 500 skateparks, au niveau de la région, si on fait rapidement un calcul, ça devrait faire 70 ou 80 skateparks. Si on va les mettre au fin fond des villages ou au pied des groupes d'immeubles résidentiels, ce n'est pas là qu'on sera les plus pertinents. Aujourd'hui, sur la région, avec un travail de schéma directeur, on devrait pouvoir et développer la pratique, et développer du lien social, et développer de l'emploi. Parce qu'à chaque fois qu'un skatepark ouvre quelque part, c'est un ou plusieurs moniteurs qui peuvent y donner des cours, c'est une ou plusieurs associations qui peuvent y faire des événements, et c'est le commerce local qui en profite. Donc, pour notre petite part, on pourra apporter un témoignage. On a fait des études des retombées économiques de l'implantation d'un skatepark quelque part. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement en termes d'euros, en termes de visibilité, de rayonnement? Donc, il faudra effectivement qu'on soit capable, nous, on n'a pas la prétention d'avoir une vision sur tout, mais on a besoin d'échanger avec nos confrères des autres sports sur les questions de mutualisation et comment est-ce qu'on peut apprécier au mieux ce qu'apporte concrètement un petit… Le dernier de la famille n'est pas pour autant celui qui a le moins de choses à apporter au repas. Si on est comme dans une auberge espagnole, la partie des skateparks, à mon avis, sur ce qu'on a pu, on vous passera des outils. Monsieur Pinet, je verrai dès le début du mois de janvier à Limoges. On a travaillé pendant longtemps tout seul avec nos petits moyens, mais finalement, on ne s'est pas trop mal débrouillé. La preuve en est, c'est qu'effectivement, ça marche. Tout ça pour dire donc que proximité, c'est une chose, structurant, ça n'en est pas forcément une autre, ça peut être lié à la même chose, et on peut avoir différents critères d'évaluation de la pertinence d'un équipement sportif, y compris combiné avec d'autres équipements sportifs. Et petite dernière intervention, et j'arrête de prendre la parole intempestivement. On voit, et ça c'est plutôt les collectivités avec qui on travaille qui nous font remonter. Là, autour de la table, je vois beaucoup de professionnels du sport, de l'éducation ou des gens des services ou des élus. On fait partie, nous, au niveau du groupement, de différentes institutions comme Union Sport et Cycle. On a en face de nous des gens qui ne sont pas dans les structures où on est là, et on craint que les équipements sportifs de proximité ou équipements sportifs structurants ou les deux combinés soient un peu phagocytés par des vendeurs de couteaux suisses de l'aménagement ludique et sportif qui, d'un point de vue de leur puissance de frappe, sont mieux organisés que nous pouvons l'être nous ou nous avec vous. Voilà, je tire juste l'attention sur le fait que 200 millions d'euros sur la table, ça aiguise les appétits. Nous, on en verra passer qu'un tout petit bout et ce n'est pas le sujet. Nous, on a besoin de transmettre. C'est ce que je disais l'autre fois à M. Nicole et à M. Pinet. On est dans la transmission. On n'est pas dans la conquête d'un marché. Voilà. Merci. Monsieur Saïd? Oui, donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, donc on voit déjà que dès aujourd'hui, on voit que les débats vont être animés, et tant mieux, et donc ça mettra de la substance à nos groupes de travail, et donc on pourra ensuite mettre en place un PST constructif et à l'échelle de notre région. Donc, on va terminer nos échanges avec des prises de parole. Donc, je voudrais passer la parole donc à Philippe Lafrique, le vice-président du conseil régional, et ensuite donc à Mathias Lamarck, le délégué régional à l'académique.
Oui, Président, merci à toi. Bon, je vais être très très bref, mais simplement un premier message, te dire et vous dire, mesdames, messieurs, que j'étais très heureux d'être parmi vous ce matin et de suivre attentivement ces travaux, même à distance depuis l'étranger. En dépit des contraintes professionnelles, je tenais à être là quand même ce matin, en compagnie de nos collaborateurs de la région, d'ailleurs du service des sports, que ce soit Rémi, Léonard et Frédéric de Bons, pour attester de l'importance que la région de Nouvelle-Aquitaine accorde à cette CRDS. Alors, au-delà du fonctionnement institutionnel qui prévaut, je pense qu'il est nécessaire d'insister sur le rôle de notre instance pour la mise en place de ce projet sportif territorial qui doit être ambitieux, qui doit être cohérent, et je pense à l'échelle de notre belle et vaste région, mais tout en tenant compte des spécificités locales. Je crois que c'est Vincent Nicole qui en a parlé tout à l'heure au travers du diagnostic territorial, du sport territorial. Deuxième message, j'insisterai volontiers sur le rôle essentiel des commissions thématiques et des groupes de travail. Alors, en support, bien sûr, de la commission permanente dans son rôle de coordination. À titre personnel, moi, ce fonctionnement me plaît bien. Ça me rappelle ce que je pratique depuis bien longtemps maintenant dans les instances sportives et associatives. Et je rejoins d'ailleurs, je crois, un des intervenants tout à l'heure, je crois que c'est Laurent Baudinet qui le disait, j'aime bien ce fonctionnement, ces groupes de travail et ces commissions agiles. Aurélien a dit des commissions agiles qui sont là pour réfléchir et alimenter ce projet que mettra en place la CRDS. Alors, ces échanges entre experts du monde sportif, ils devront être riches, et ça, c'est déjà commencé, j'en atteste. Hein. On a un comité de pilotage, les commissions ont commencé, des échanges sans concession, afin de se révéler véritablement efficaces. Et c'est là l'objectif. Hein. Il faut que notre CRDS, elle soit efficace. Et là, je dois te dire, Président, que l'ouverture de la composition de nos commissions, de nos groupes de travail, elle m'incite à l'optimisme et à la confiance. Moi, je suis persuadé que tous ensemble, on saura montrer la force du mouvement sportif. Et dernier message, dans cette optique, moi, je vous assure de la complète motivation et de la disponibilité des services et des élus de la région Nouvelle-Aquitaine pour vous accompagner et pour être force de préposition. C'est Sylvie Rosette qui le disait. La région s'associera pleinement à cette dynamique des conférences dont parlait M. Sanor tout à l'heure. Donc, je vous remercie, je vous encourage à continuer à bien travailler. On a encore un chantier d'ailleurs, c'est la conférence des financeurs. Donc, on sera présent, nous, région, à vos côtés. Et je vous remercie à titre personnel et au nom du président Rousset, toutes et tous, pour le travail que vous avez commencé à mener, que vous allez mener dans le futur, qui sera au service de notre territoire, au service du sport et de nos jeunes de Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, Président, tu peux compter sur notre soutien. Je vous remercie toutes et tous. Merci, donc Philippe, merci de ces propos et je sais que ton engagement, aussi bien en tant qu'élu qu'en tant que dirigeant associatif, voilà, donc je sais qu'on est en phase sur beaucoup de projets et tu sauras défendre la démarche que tu portes depuis de nombreuses années. Merci. Avec plaisir. Monsieur Lamarque, Mathias. Oui, Philippe, s'il m'appartient aussi d'intervenir à la fin, les débats ont commencé, hein, manifestement. On voit bien que l'ensemble des acteurs ont envie, non pas d'en découdre, mais de se confronter. Et je pense que c'est important. Et dans l'esprit qui est vraiment le bon esprit que Philippe Saïd a mis en place et que vient de souligner Philippe Lafrique, je crois qu'on travaille vraiment ensemble là, sur cette affaire-là. Et sans idée, effectivement, de prérogative ou autre, ce qu'il faut, c'est que ce projet sportif territorial partagé par le plus grand nombre, ils puissent effectivement être vraiment construits ensemble. Et là, on y est. Je pense que les commissions se mettent en place, des groupes de travail se mettent en place. Ils vont réfléchir, ils vont auditionner, ils vont consulter, ils vont lire, etc. Enfin, genre, maintenant, on est dans la phase effectivement de travail. Et c'est vrai que si on arrive ensuite, et c'est l'objectif, à ce que ce cadre partagé qui a été mis en place au niveau national et dans la présentation que vous a faite Christophe Combette tout à l'heure, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de moyens qui ont été 23 millions de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Aquitaine, avec effectivement une responsabilisation des fédérations, avec une responsabilisation des territoires et un besoin enfin reconnu en matière d'équipement. Je crois que le fait d'avancer ensemble au niveau national a permis tout ça. Et je pense que c'est en avançant ensemble au niveau territorial qu'on essaiera de le mettre en œuvre aussi. On a identifié des moyens, il y en a beaucoup d'autres. L'État, à travers l'agence et les financements, n'a jamais eu la prétention
prétention d'être le premier financeur du sport, hein, mais je vois, on avance bien et donc on va travailler à ces objectifs partagés. Et quand j'entends les différentes interventions, on n'est pas loin. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de divergence. Il y a simplement on parle pas du même, on n'a pas le même point de vue. Effectivement, Madame Rosette disait qu'est-ce qu'on fait pour les sportifs de bon niveau. Nous, l'État, on a une ardente obligation sur les sportifs de haut niveau. Hein, la préparation aux Jeux, etc., le renforcement du rôle des crêpes sur le haut niveau. En revanche, la cohérence territoriale, elle peut tout à fait fonctionner et je pense qu'on va y arriver. Et je pense qu'il est important maintenant que nous puissions nous ouvrir vers toutes les formes de pratique et à quoi sert le sport. Hein. Le sport, c'est de l'éducation, c'est de la santé, c'est de l'épanouissement personnel, hein, le bien-être au travail, de la recherche de performance, de la convivialité. Enfin, tout ça. Et je pense qu'on a un vrai enjeu aussi en matière d'équipement sur la question des équipements non genrés, c'est-à-dire des équipements qui soient autant ouverts aux filles qu'aux garçons, parce que je pense qu'on a quelques beaux sujets là-dessus. Donc, ce que je tenais à rappeler aussi pour terminer, c'est que l'ensemble des services de l'État sont mobilisés, hein, le travail, l'éducation, l'ARS notamment, les services effectivement jeunesse et sport aussi. Et je voulais vraiment te dire, Philippe Saïd, que vraiment on est auprès de toi là-dessus pour que cette conférence elle puisse vivre au service, comme le disait Philippe, l'Afrique, de notre belle et grande région. Voilà. Et en tout cas, merci à tous pour votre première participation. Et je crois qu'on a tous envie de rentrer vraiment maintenant dans les détails de ces groupes. Merci Mathias. Donc, voilà. Donc, je vais donc maintenant, moi, conclure. Alors, je vais conclure sur de l'opérationnel, puisque justement, on en a parlé depuis un petit moment et on en parle depuis ce matin. Donc, on a posé les bases. Donc, bien montrer qu'aujourd'hui, et ça, c'était dit à plusieurs reprises par Philippe Lafrique et puis par Mathias à l'instant, on a travaillé, on a commencé à travailler, on a posé les structures. Et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont, en amont, mis en place tout ça. Hein, donc, entre autres, Aurélien, mais aussi Rémi de la région et Stéphanie et Elena également, donc, voilà, qui sont au quotidien aux côtés du bureau de la CRDS pour mettre en place toute cette stratégie et cette organisation qu'on vous a présentée. Maintenant, on va être dans l'opérationnel. Et donc, l'opérationnel, c'est le travail des groupes de travail donc, qui a été présenté. Donc, on en a fait, donc, il y en a 13 qui vont pouvoir alimenter notre futur PST avec des dates, parce que c'est bien important qu'on puisse montrer les dates de lancement et des perspectives d'action qui vont se mettre en place sur les quelques mois à venir, avec un gros travail également en relation avec les universités sur un projet d'observatoire qui nous permettra d'accompagner la réflexion et d'accompagner nos travaux. Donc, on est dans une démarche maintenant opérationnelle, donc il n'y a plus qu'à, on va dire, hein, donc à travailler. C'est à vous et nous de nous emparer du ballon pour que le ballon, on l'amène de l'autre côté du but et qu'ensemble, on concrétise cet essai et qu'on voit bien qu'on est vraiment dans le collectif. En tout cas, c'est notre souhait et on sent bien à travers vos remarques qu'on a la même démarche. Donc, on n'a plus qu'à maintenant à travailler ensemble et puis pour le bien commun de notre région. En tout cas, merci à toutes et à tous et puis voilà, vive le sport en Nouvelle-Aquitaine et sur tous nos territoires.